Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec la présentation aujourd'hui du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle devant les syndicats et les représentants d'élèves. Très attendu par le planning familial, un certain nombre d'organisations de parents et des syndicats aussi d'une part, très critiqué par le milieu conservateur d'autre part. Ce programme, maintes fois modifié, avait pris du retard avec la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier. Mais cet après-midi, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, en a détaillé le contenu pour une application dès la rentrée prochaine de septembre. Un programme qui prévoit 3 séances par an dans les écoles, les collèges, les lycées publics et privés. 3 séances pour apprendre aux élèves la notion de consentement et parler de discrimination de genre ou de sexualité. Des séances qui, on le rappelle, étaient obligatoires depuis 2001, mais dispensées que dans 15% des établissements, la plupart du temps pour éviter certaines polémiques. Dans le nouveau texte, l'identité de genre n'est abordée qu'à partir de la classe de seconde. Les parents d'élèves seront désormais informés du contenu de ces séances qui restent obligatoires. Et puis, on ne parle de sexualité qu'au collège et au lycée en ajustant les thèmes en fonction de l'âge et de la maturité des élèves. Dans une tribune publiée hier matin dans le journal Le Monde, Anne Genetet, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimée sur ce projet qu'elle a porté pendant son mandat de septembre à décembre 2024. Avec ce programme, chaque professeur sait exactement ce qu'il doit enseigner et comment le faire. Des guides pédagogiques détaillés, des outils conçus avec l'aide d'experts et des formations spécifiques permettront de répondre aux interrogations des élèves, mais aussi d'aborder ces thématiques avec sérénité et assurance. Les syndicats de l'éducation nationale et les organisations de parents d'élèves ont déposé au total 150 amendements pour contester notamment certaines formulations. Alors sur quoi portent ces amendements? Grégoire Ancel, président national de la FCPE, en parlait ce midi sur France Info. Par exemple, sur les questions, des questions qu'on peut se poser par rapport à son identité de genre, par rapport au fait qu'il faut parler de la composition multiple des familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille comme une autre. Il y a beaucoup de façons de faire famille. Et donc, il ne faut pas stéréotyper en un seul modèle de famille. Il faut clairement parler des choses. Il faut rappeler que, par exemple, l'homophobie est un délit. Voilà, on ne peut pas être en critique de l'homophobie, de l'homosexualité, pardon. L'homophobie est un délit. Le fait de se moquer d'un camarade qui est gros, c'est de la grossophobie, c'est aussi interdit. Donc il faut nommer les choses. Alors, des amendements, oui, mais la FCPE approuve largement ce texte. La preuve, Grégoire Ancel, toujours. On considère que c'est un texte de progrès qui va permettre à chacun de se positionner dans sa vie d'adulte et donc parler de la vie, parler des choses telles qu'elles sont, ne pas édulcorer les choses, permettre aux enfants de comprendre en fonction de son âge, en fonction de son niveau scolaire. C'est extrêmement important parce que c'est comme ça que l'on nomme les choses. Vous savez, par exemple, c'est à l'école que les premières photos intimes, si je peux me permettre l'expression, circulent. C'est à l'âge de l'école qu'on retrouve dans des WhatsApp familiaux, amicaux, ces premières photos. Et donc pour nous, par exemple, c'est très important qu'on puisse sensibiliser dès l'école les enfants sur l'importance de faire extrêmement attention à ces clichés, à ne pas les diffuser pour les protéger dans leurs usages des réseaux sociaux et faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils se mettent en danger. En Moselle, dans l'est de la France, l'arrestation en plein cours d'une collégienne sans papier originaire du Burkina Faso suscite évidemment une vague d'indignation. Oui, c'est une histoire qui s'est déroulée la semaine dernière dans le collège Paul Verlaine à Mézières-les-Messes. La jeune fille de 14 ans s'est fait emmener par les gendarmes puis reconduire à la frontière belge avec sa maman et son petit frère. La famille avait fui le Burkina Faso pour se réfugier en Europe. À la suite du dernier coup d'État, ce sont les syndicats prévenus par les professeurs qui ont été les premiers à s'exprimer publiquement. Une honte, dénonce le SNES Lorraine sur Facebook, et à la suite du post, une vague de commentaires sur les réseaux sociaux où les internautes ont exprimé ces derniers jours leur colère et leur désaccord face à cette interpellation. Interpellation qui a choqué élèves comme professeurs. Ce matin, Elisabeth Borne a rappelé dans un courrier adressé au recteur des différentes académies qu'il est strictement interdit d'interpeller un élève dans un établissement scolaire dans le cadre de procédures d'éloignement. Plusieurs syndicats appellent à un rassemblement vendredi devant la préfecture de Moselle.
Après la mort samedi dernier du jeune Elias, 14 ans, poignardé lors d'une tentative de racket, faut-il revoir les procédures en matière de justice des mineurs? Oui, une question qui se pose dans la mesure où les deux jeunes qui sont suspectés d'avoir porté le coup mortel sont deux adolescents délinquants récidivistes déjà connus par la justice pour des faits de vol et avec violence. Leur jugement définitif devait avoir lieu en juin prochain. Les deux jeunes mineurs devraient-ils comparaître immédiatement? Procédure réservée aujourd'hui aux adultes. Marie-Suzanne Lequéo est procureure générale de Paris. Elle répondait à cette question ce matin sur France Inter. On l'écoute. Ce qui est important pour ces jeunes, c'est d'éviter donc qu'ils puissent récidiver. Il y a donc à la fois pour eux la nécessité d'être certains d'avoir une sanction et aussi un travail éducatif à mener avec eux. Parce que aujourd'hui, la délinquance des mineurs a changé de visage. C'est une délinquance, et tout le monde s'accorde à le dire, de plus en plus violente. Nous avons été tous très consternés par le drame qui s'est passé ce week-end où un adolescent de 14 ans a trouvé la mort. Plus vite. Il faut évaluer à cet égard les dispositions qui ont été mises en place relativement récemment, puisqu'on a réformé donc le droit des mineurs et qu'on a mis en place un code de la justice des mineurs. Ce code de la justice des mineurs, il sépare le moment où on déclare le mineur coupable et le mineur où il est sanctionné. Et c'est ce temps-là, entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, qui doit être aujourd'hui évalué au regard de l'évolution de la délinquance des mineurs. Donc une réévaluation entre la culpabilité, la déclaration de la culpabilité et la sanction prononcée. Voilà ce que proposait Marie-Suzanne Lequéo, procureure générale de Paris. Pour rappel, un rapport du Sénat de 2022 soulignait également l'importance de la lutte contre le décrochage scolaire pour prévenir la délinquance et éviter la récidive. En Seine-Saint-Denis, au Blanc-Ménil, un directeur d'école a été suspendu par le rectorat de Créteil. Cela fait suite à une décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui a souligné les liens de ce directeur avec, je cite, l'idéologie islamiste radicale. L'affaire remonte à l'été 2024. Dans le cadre des mesures de sécurité en vue des JO de Paris, le ministère de l'Intérieur avait placé plusieurs personnes sous surveillance via des mesures individuelles de contrôle. Et dans ce contexte, le directeur concerné avait été soumis à des restrictions de déplacement, à des obligations de signalement aussi, mesures qu'il avait contestées mais validées. Et ce sont les renseignements fournis qui ont indiqué les liens étroits avec des réseaux islamistes comme la fréquentation de la mosquée At-Tawhid du Blanc-Ménil, qualifiée de radicale par la décision de justice. Les avocats du directeur n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Direction la Serbie maintenant, où un mouvement étudiant vient à bout du gouvernement. Blocage quotidien de routes, une soixantaine d'universités en grève, manifestations dans la rue. C'est un mouvement de contestation inédit que les étudiants serbes mènent depuis le mois de novembre, date à laquelle l'auvent de la gare de Novi Sad, deuxième ville du pays, s'est effondré, entraînant la mort de 15 personnes. Un drame survenu quelques mois seulement après la fin des travaux de rénovation de cette gare. Et selon la population, il témoigne de la corruption et des négligences du pouvoir en Serbie. L'une des premières revendications a été la démission du Premier ministre Miloš Vučević, qui, avant d'occuper le poste de Premier ministre, était donc maire de Novi Sad au moment des travaux. Au terme des 3 mois de mobilisation, hier, mardi 28 janvier, le Premier ministre et le maire de la ville, Milan Đurić, ont démissionné. Réaction de Dušan, 22 ans, qui raconte ce qui le pousse à descendre dans la rue. Il était au micro de Louis Seyé sur France Inter. On manifeste pour exprimer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quand le bâtiment de la gare s'est effondré à Novi Sad et que 15 personnes sont mortes, on s'est tous dit « ça suffit, il faut qu'on fasse notre part ». Ces blocages, c'est notre façon de montrer qu'on va faire de notre mieux pour changer les choses. Un mouvement étudiant pacifique et indépendant auquel l'opinion publique serbe adhère. Son premier appel à la grève générale vendredi dernier a été suivi par des artistes, des avocats, des enseignants, une partie du service public aussi, pour ce qui a été l'une des manifestations les plus importantes depuis 25 ans en Serbie.
Retour en France et on termine avec une note culturelle. Tous les ans, Angoulême devient le cœur battant de la bande dessinée. C'est un rendez-vous attendu pour tous les mordus du 9e art. Mais cette année, l'ambiance, Charlotte, est un peu morose. Oui, la 52e édition du Festival de la BD d'Angoulême, qui démarre demain, est entachée par les révélations récentes du journal L'Humanité. Révélations qui dénoncent des changements de ligne éditoriale de plus en plus commerciales au détriment de la valorisation des auteurs, de la part de la société qui gère le festival, des malversations financières aussi et des maltraitances managériales. Voilà ce que révèle donc le journal L'Humanité. Et l'autrice de l'enquête, la journaliste Lucie Servin, était au micro de France Culture aujourd'hui. Elle est notamment revenue sur ce partenariat entre le festival et la marque de fast-food Quick qui en a choqué plus d'un. Pour les professionnels, c'est vrai que le Festival d'Angoulême a permis aussi la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art et que lier Quick à la bande dessinée, ça ruine, si vous voulez, tous les efforts qui sont faits pour valoriser l'artistique, les auteurs et le travail des éditeurs pour faire reconnaître la bande dessinée. Alors même si l'actualité occulte un peu le reste, il faut quand même dire que la programmation de cette 52e édition est prometteuse, avec l'Espagne comme invité d'honneur, le manga aussi qui se taille la part du lion et une grande place donnée à la BD internationale. Le Festival de la BD d'Angoulême, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche. Merci Charlotte pour ces infos.